Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir des threads d'horreur, des témoignages qui viennent de Reddit, des personnes qui racontent leur expérience flippante comme vous et moi. Mais avant toute chose, avant de commencer, je dois vous dire que pour le moment je fais face à un problème. Ce problème c'est que Thanos arrive. Non, on s'en fout de ça, c'est pas important. C'est un plus petit problème que ça. Le problème c'est qu'en fait, il y a un moment, j'ai fait une vidéo et dans cette vidéo, je vous demandais en commentaire de me proposer des prénoms que je pourrais utiliser sur les threads. Sauf que le hic, c'est que c'est une vidéo, elle date pas, mais elle date pas de la semaine dernière, donc je la retrouve plus. Du coup, j'ai une demande à vous faire, c'est qu'en fait, de remettre en commentaire des prénoms que je pourrais utiliser, parce que je suis quelqu'un d'en soi créatif, mais je vous avoue pas trop sur les prénoms, donc j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois je vais devoir utiliser des faux prénoms, je vais utiliser souvent les mêmes, en tout cas ça va revenir un peu d'histoire en histoire, et j'ai envie d'éviter ça. Donc si vous voulez bien être sympa et me dire en commentaire des prénoms que je pourrais utiliser, ça peut être le vôtre hein, si vous voulez. C'est possible que de temps en temps je vous fasse une petite demande comme ça par rapport aux prénoms dans les threads, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis comme ça on va dire que ça vous permet aussi de participer un peu à la vidéo. En tout cas les amis, on va passer aux histoires. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces threads d'horreur de Reddit. Dans ce premier témoignage, on va voir le témoignage d'Elise. Elle avait 13 ans et elle a rencontré un jeune homme du nom de Tom qu'elle a rencontré via une application. Une application du nom de Geeking. Une application qui mettait à disposition un chat pour parler avec des gens. Le but c'était simple, c'était pas un truc de rencontre amoureux à la Tinder, c'était plus un truc pour se faire des amis. Elise savait que c'était potentiellement un repère pour personnes mal intentionnées envers les enfants, mais elle s'est dit que elle allait échapper à cette règle-là, qu'elle n'allait pas rencontrer de mauvaises personnes et que ça n'arrivait qu'aux autres. Elle a rencontré Tom, elle a parlé quotidiennement avec lui, ils ont échangé sur plein de sujets, le feeling est assez vite passé entre les deux personnes. Tom a même confessé qu'il avait apparemment des problèmes de santé mentale. Et du coup, au bout d'un moment, à force de converser, Elise est devenue en quelque sorte la thérapeute de ce fameux Tom qui était plus âgé qu'elle. En échangeant énormément, elle a appris plein de choses, notamment que Tom avait un environnement abusif, qu'il avait un problème de santé mentale depuis longtemps et qu'il lutte difficilement contre ça. Et bien qu'au début la relation soit cordiale, elle a vite évolué en une relation toxique. Ça a duré pendant 2 ans, et à la fin de ces 2 années, Elise s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Et elle a décidé de mettre fin à cette relation. Le comportement de Tom s'est vu complètement changer, parce qu'avant il était très amical, même presque, on va dire, dans une relation amoureuse. Et dans l'évolution de cette relation en relation toxique, à la fin, au point de rupture, et c'est ça d'un côté qui a fait tout péter dans la tête d'Elise, c'est que Tom a dit concrètement qu'il allait abuser d'elle. Du coup, pour Elise, ça c'était vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau. Elle s'est dit ce mec là c'est terminé, elle l'a bloqué de partout et elle s'est dit l'histoire est terminée, elle a continué de faire sa vie. L'histoire s'est conclue en été 2019, on avance un peu, en hiver. Elise travaillait dans un café, du coup si on fait le calcul elle avait à peu près 15 ans. Elle vivait dans la campagne avec ses parents, elle était très peu active sur les réseaux sociaux donc elle ne postait pas grand chose. Mais à un moment donné, elle a reçu un message sur Instagram, mais d'un compte qu'elle ne connaît pas. Ce compte ne la suit pas et elle ne suit pas le compte, donc elle se demande d'où ça peut venir. Nous on sait. Et Elise, vu qu'elle raconte son histoire qui s'est passée il y a un moment, elle a du mal un petit peu à redire ce que c'était, elle a pas pris de screen du message, mais en gros ce message, grosso modo, hein, c'était un message du style « Hey salut, c'est Tom, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je vais à un concert dans telle ville, une ville qui était proche en soi de là où vivait Elise, et j'ai pensé à toi. » Du coup Elise a répondu, elle s'est dit qu'elle allait rester cordiale, elle répond en disant qu'elle va bien, mais qu'elle préférait en soi rester à l'écart de Tom. Que c'était sympa de prendre des nouvelles, mais que voilà, maintenant il faut plus qu'ils se parlent. Tom dit qu'il comprend la situation, et qu'il est ok avec le fait que la conversation se termine comme ça. 2 jours après, Elise se rend à son travail, en fin de journée, elle rentre par la porte arrière comme à son habitude, et elle voit un tas de chiffons, qu'elle pense être des vieux vêtements sur une fenêtre. Elise ne se dit rien du tout par rapport à ça, elle le remarque, mais elle se dit pas c'est chelou, c'est normal ou quoi que ce soit. Elle rentre sur son lieu de travail pour travailler. Elle fait son service, et après, elle repart. Là, elle est en train de marcher dans la rue pour rentrer chez elle, elle se sent en sécurité, sereine comme à son habitude, et alors qu'elle est en train de marcher, elle sent quelque chose qui attrape son sac. Je dis quelque chose, mais en gros c'est quelqu'un. Elle se retourne, et là elle reconnaît vaguement quelqu'un, un homme qui lui sourit. Là, cet homme dit « Elise ». Cet homme, c'était Tom. Ouais, c'est bizarre la phrase comme ça. Elise ne prend même pas la peine de lui parler, elle secoue son sac pour que Tom le lâche, et ensuite elle marche rapidement vers un magasin, là où son père se trouvait. Elise se dit qu'après coup, peut-être qu'elle aurait dû retourner là où elle travaillait, mais que, étant encore assez jeune, son premier réflexe a été d'aller voir son parent le plus proche. Je trouve que c'est plutôt un bon réflexe. Tom, lui,
suivait à la trace Élise en criant son nom. Élise arrive à le semer et à rejoindre son père. Et après ces événements, Élise a reçu un message du compte Instagram qu'il avait contacté, donc de Tom, qui disait qu'il était désolé de l'avoir effrayé, qu'il était amoureux d'elle, et qu'il avait besoin de la posséder. De la posséder comme un objet, pas la posséder en mode fantôme qui possède quelqu'un. Et ça, ces mots-là, le terme vraiment « je veux te posséder », c'est quelque chose qui rend encore aujourd'hui Élise totalement malade. Tom a ajouté qu'il pensait que Élise verrait le fait qu'il vienne d'une manière assez romantique, le fait qu'il fasse un voyage que pour elle. Du coup, Élise ne répond pas, elle bloque directement le compte, et elle reçoit d'autres messages, d'autres comptes. En fait, Tom, à chaque fois qu'il a été bloqué, il recréait d'autres comptes. Élise a parlé de tout ça à son travail, à son patron plus précisément, qui a regardé les caméras de sécurité, et il a fait une découverte assez creepy. En soi, il n'y a pas d'autre terme. C'est qu'en fait, Tom, il patientait devant le travail d'Élise depuis 8 h du matin. Elle prenait son service vers 17 h, donc ça veut dire que pendant tout ce temps, lui, il avait attendu devant. Et en fait, le fameux tas de vêtements ou le tas de vieux chiffons, c'était Tom, en fait, qui faisait sûrement une sorte de sieste, et du coup, on ne le voyait pas parce qu'il avait dû mettre une capuche ou une écharpe, quelque chose comme ça. Parce que rappelez-vous, on est en hiver. Pendant longtemps, Élise s'en est voulu. Et c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Elle a essayé de se dire au début, bon, c'est pas grave, une rencontre terrifiante, j'arriverai à aller au-delà, sauf que le fait que Tom, en fait, continuait de lui parler toujours, enfin de essayer de lui parler, en fait, de plus en plus, elle avait peur. Ça l'a tellement bouleversée que Élise est carrément entrée en thérapie par rapport à cette affaire. Tom a continué d'envoyer des messages en disant qu'il avait changé, qu'il s'était converti et que maintenant il ne pouvait rien faire de mal parce que sinon le Seigneur le verrait d'un mauvais œil. Il a également dit qu'il était en phase terminale d'une maladie et du coup son dernier souhait c'était de voir Élise. Bien sûr c'était des mensonges, Élise pour se prévaloir de retomber sur Tom, non pas physiquement mais on va dire par les réseaux ou par son numéro de téléphone, a changé pas mal de choses, son mail, son numéro de téléphone, et depuis, là, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de Tom. Des amis, ou en tout cas des proches ont conseillé à Élise d'aller voir la police pour signaler ce qui s'est passé, que peut-être ça pourrait faire bouger les choses, mais on va dire que Élise doute encore de la chose, l'histoire est encore assez fraîche dans sa tête, donc en fait, elle essaye d'abord d'aller mieux elle personnellement avant d'engager potentiellement des poursuites. Bonne nouvelle à la fin de cette histoire, aujourd'hui Élise a retrouvé ce sentiment de sécurité qu'elle avait, notamment quand elle marche dans la rue toute seule. Elle n'a plus peur de croiser Tom à chaque coin de rue, ce qui est plutôt positif. On en a fini pour ce témoignage. C'était un témoignage très intéressant, très flippant parce que là il ne se passe pas forcément de trucs directs. On n'a pas par exemple le Tom qui arrive avec un couteau ou qui toque à la porte et qui essaye de kidnapper Élise, par exemple, ça je veux dire par direct. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est plutôt des suppositions. On peut se dire que si jamais Élise avait accepté d'aller au fameux concert avec Tom, peut-être qu'elle n'en serait jamais revenue, peut-être qu'il ne serait même pas allé au concert de base et on ne sait pas ce qui se serait passé, peut-être des choses malsaines, peut-être sinon il serait vraiment allé au concert et elle serait rentrée chez elle après, on ne sait pas. Est-ce que Tom a changé? Son comportement semble pas forcément l'indiquer parce que, à mon sens, si Tom avait changé, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait laissé tranquille Élise. Élise lui aurait dit « Je ne veux plus de toi, je ne veux plus de contact avec toi parce que tu me fais peur ». Tom aurait dit « Je comprends, ok ». Il sort de sa vie complètement. Là, tu montres que tu as changé. Vouloir forcer les choses comme ça, je pense que c'est pas forcément un signe positif que Tom a changé de personnalité. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On passe au témoignage suivant. On va voir maintenant l'histoire de Théo. Théo nous dit qu'il vit dans le sud de la France, qu'il vit dans une maison à étage, il a une petite terrasse et sous la terrasse il y a un petit parking. Il vivait là-bas avec, à l'époque, son beau-père et sa mère. Il était tranquillement en train de jouer à l'ordinateur dans sa chambre, et à un moment donné, comme ça, peut-être que parce que dans le jeu auquel il jouait il y avait un chargement, il a regardé par la fenêtre qui se trouvait à sa gauche. Là, il voit un homme, avec une cagoule, qui le fixe en regardant au travers de la fenêtre. Dans sa main, il distingue qu'il a un objet, mais il ne fait pas assez attention pour voir ce que c'est. Vous savez, Théo a juste jeté un œil comme ça, il ne pensait pas voir quelque chose, donc il n'a pas regardé tout de suite attentivement. Mais, il a quand même notifié qu'il y avait un truc. Du coup, il s'est levé de sa chaise, il s'est précipité vers sa mère. Lui était paniqué, il dit ce qu'il a vu. Là, sa mère et son beau-père, qui étaient avec sa mère, verrouillent toutes les portes de la maison. Et le beau-père, lui, fait le tour de toutes les fenêtres. Il ne voit rien du tout. Du coup, patientant quelques instants, ils se disent que c'était peut-être un homme curieux, peut-être juste quelqu'un d'un peu chelou, mais il ne pense pas forcément du coup à appeler la police à ce moment-là. Il est temps d'aller dormir, bien sûr Théo a du mal à oublier ce qui s'est passé à s'endormir, mais finalement, il y arrive. Le temps passe, et 2 mois après ces événements,
La situation que Théo a vécue ne lui est toujours pas sortie de la tête. Théo jouait toujours à l'ordinateur, mais cette fois-ci il avait toujours une sorte de réflexe, regarder par la fenêtre à côté de son bureau, celle qui était à sa gauche, parce que la situation l'avait tellement traumatisé que c'était quelque chose, une habitude qu'il avait prise malgré lui. Il est devenu quelque peu paranoïaque, ce qui est totalement compréhensible, il verrouillait toujours les portes derrière lui, il regardait à chaque fenêtre, et à un moment donné, ce qu'il redoutait est arrivé. Théo a revu l'homme qu'il avait vu la première fois, l'homme cagoulé. Théo est encore plus apeuré que la première fois parce que cette fois-ci, il est tout seul chez lui. Il décide d'aller se cacher, ou en tout cas de faire genre qu'il n'a pas vu l'homme, qu'il fait d'autres choses dans la maison. Du coup, il part et il revient un petit peu plus tard. Il se dit peut-être que l'homme va partir, comme la première fois, sauf que non. L'homme est toujours là. Et d'un coup, il entend un gros bruit sur la porte d'entrée. Théo pense tout de suite que la porte d'entrée a été forcée. Il est paniqué, il prend son téléphone, ses clés, il met tout dans un sac, il ouvre la fenêtre, il arrive sur sa terrasse, et il descend sur le parking qui se trouvait en dessous de sa terrasse. Là, il est donc devant sa porte d'entrée qui est du coup ouverte. Il regarde à l'intérieur, en jetant un petit coup d'œil discret, il voit que l'homme qu'il a vu à sa fenêtre est dans sa maison, et il distingue l'objet qu'il avait vu la première fois mais qu'il n'arrivait pas à discerner. Cet objet, c'était un couteau. Du coup, Théo, en panique, prend la fuite, il prend la fuite jusqu'à la maison d'un ami, il raconte ce qui lui est arrivé, après avoir repris son souffle, il appelle sa mère, et une sorte de compagnie de sécurité qui gérait un petit peu le quartier où il vivait, se pointe à la maison de Théo. Alors que les hommes de sécurité sont en route, il y a une voiture qui fonce à vive allure, qui prend des virages assez rapidement, qui fait plusieurs fois le tour d'un petit rond-point, du coup ça attire l'œil, Théo va voir, et se rend compte qu'au volant de cette voiture, eh bien c'est l'homme qui est rentré dans sa maison, celui qui était à sa fenêtre. Sauf que quelque chose l'effraie encore plus, c'est que cet homme-là dans la voiture, il n'est pas seul. L'homme n'était pas accompagné d'une personne, mais de 3. Donc au total, il y avait 4 individus potentiellement dans la maison de Théo quand il s'y trouvait. La police a plus tard été appelée, ils ont un petit peu enquêté, il se trouve que ces hommes ont tout simplement cambriolé la maison de Théo. Ces événements ont traumatisé Théo et sa famille, notamment sa mère, ce qui a poussé la petite famille à déménager dans une plus grande ville, parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité dans leur domicile, le domicile qui a été cambriolé. C'est là que cette histoire se termine. Peut-être que toi qui as raconté ton histoire sur Reddit, tu te reconnaîtras, si jamais tu tombes sur la vidéo. Merci pour ton témoignage, même si tu me l'as pas envoyé directement, je trouve que c'est un témoignage totalement terrifiant. J'espère que j'ai bien retranscrit l'histoire, en tout cas dans les faits. C'est une histoire horrible, de toute manière les cambriolages, je sais plus si ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les cambriolages, mais c'est un truc que je répète souvent quand j'en parle, c'est que quand on te cambriole, on rentre dans ton intimité, clairement on la perce, on la détruit, donc après tu ne te sens plus en sécurité chez toi. Une des solutions, c'est soit d'installer un système de sécurité. Au bout d'un moment, on va dire que la vie reprend son cours, on arrive entre guillemets à faire le deuil de la situation, si on peut dire ça comme ça. Ou sinon, une des solutions, peut-être beaucoup plus rapide, si jamais on a du mal à faire son deuil, enfin, si jamais on a du mal à retrouver confiance chez soi, c'est de déménager et là du coup on entame une nouvelle vie. Qu'est-ce qui se serait passé si jamais Théo se serait retrouvé face à ces cambrioleurs? On ne sait pas, est-ce qu'on va dire le couteau de l'homme était simplement une arme de dissuasion ou est-ce qu'il comptait s'en servir si jamais la situation pour lui le nécessitait? Heureusement, on n'en sait rien. Bon, c'était 2 belles histoires, dont une qui se passe en France. Belles histoires, bon à chaque fois je dis ça mais vous me comprenez maintenant, on se connaît, vous savez ce que je veux dire par là, des histoires bien creepy, des histoires que je ne souhaite à personne. Ce qui est très intéressant dans ces histoires, et qui est évidemment malheureux, c'est qu'on voit que ces situations, ce sont pas forcément des situations qui se sont éternisées sur 10 ans ou quoi que ce soit, ce sont des situations assez brèves, même si sur la première histoire on voit que Elise a parlé avec Tom pendant 2 ans, on va dire le contact avec lui était assez bref, et on voit que ce genre de situation, même si c'est assez bref, eh bien ça laisse des séquelles psychologiques derrière, et c'est ça qui est assez fou dans ces histoires-là, et c'est ça aussi que je souhaite partager dans les threads de Reddit. On peut penser que ça arrive qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est exempté de ce genre de situation, et puis on voit que ça laisse des séquelles derrière. Donc si jamais vous, ça vous est déjà arrivé, que vous n'en avez pas parlé sur Reddit ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que d'un côté, en parler, ça permet aussi vous de vous libérer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui racontent leur histoire sur Reddit, c'est parce que d'un côté, eux, ça leur permet de se libérer en partageant leur histoire. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!